Ok, donc aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Rémi Duty de l'Université de Bordeaux-Montaigne qui a travaillé notamment sur les toasts, sur les célébrations, euh, sur les célébrations de la Révolution française et d'une manière générale sur le discours patriotique en Angleterre, pour dire vite, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, puisque j'ai même lu un article qui était sur la période plutôt dans les années 1750, si ma mémoire est bonne. Mais il va nous préciser tout ça. Et le titre de sa communication, c'est À ses risques et périls, point d'interrogation, célébrer la Révolution française de 1789 dans la Grande-Bretagne de Pitt. Donc, on te laisse la parole pour entre trois quarts d'heure et une heure, et puis ensuite, on aura un débat tous ensemble. D'accord. À toi la parole, Rémi. Merci. Oui. Merci beaucoup pour votre invitation et pour cette présentation. J'ai un PowerPoint que Ouais. je souhaite partager avec vous. Si je réussis à le montrer sous format de diaporama, et je parlerai sans notes à partir de là. Euh, Ce que je vais développer, c'est célébrer la Révolution française de 1789. Je précise parce que j'ai étudié les trois, enfin celle de 1830 et celle de 1848 aussi. Donc dans la Grande-Bretagne de Pitt, qui pose dès le départ un contexte politique d'opposition et de répression. Donc c'est une partie, c'est un chapitre de mon inédit d'HDR qui est rédigé en anglais, qui a été soutenu il y a 2 ans à Sorbonne Université avec Fabrice Vensimon comme garant. Donc, le manuscrit s'intitule British Celebrations of Foreign Revolutions, 1789-1848. Donc, c'est en fait, je me transforme de spécialiste de la fin du long 18e en spécialiste du début du long 19e, par un tour de passe-passe rhétorique, mais aussi historiographique, on va dire. Donc, les deux tiers de l'ouvrage portent sur la Révolution française, la décennie des années 1790, et les échos de la Révolution française, donc jusqu'en 1851. Et le troisième tiers porte sur des moments de révolution européenne, Espagne et Portugal en 1820, Grèce, le mouvement La liberté guidant les peuples, pour reprendre cet ouvrage coordonné par Sylvie Aprilé et d'autres collègues. 1848, évidemment. Quelques épisodes, enfin plutôt quelques causes qui furent célébrées en Grande-Bretagne, dans les Amériques, rébellion canadienne et la geste bolivarienne. La France, qui est comme le quartier général des révolutions, c'est Eric Hobsbawm qui le dit dans The Age of Revolutions, reste assez central, mais pas hégémonique. Et donc, j'ai cherché à montrer que tous ces épisodes révolutionnaires ou insurrectionnels, parce qu'il y a eu aussi des insurrections qui ont été matées assez rapidement, comme l'insurrection de Varsovie en 1830. Donc, tous ces épisodes euh, ont été célébrés par des Britanniques, évidemment pas par les Britanniques. Tout le monde ne s'est pas levé et n'a pas levé son verre en même temps pour célébrer les révolutions françaises, mais en tout cas des groupes en général réformateurs ou radicaux, mais pas toujours, parfois conservateurs, se sont manifestés pour euh, célébrer de façon publique et souvent ostentatoire ces révolutions. Donc il y a évidemment des cas de célébration privée que je mentionne quand telle ou telle personne porte un toast voilà, chez soi, à domicile, et le mentionne dans des écrits du fort privé, dans des autobiographies, dans des correspondances, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le caractère public et ostensible. Donc en fait, ces célébrations
sont des manifestations diverses de sociabilité. Et je vais conclure en, en envisageant ces célébrations comme des laboratoires de sociabilité qui prennent beaucoup de formes, des banquets. En Grande-Bretagne, on utilise le mot de dinner, jamais le mot banquet, qui a peut-être un côté médiéval ou peut-être trop nobiliaire pour plaire aux radicaux et aux réformateurs, des processions, des tea parties à partir du chartisme. J'ai utilisé l'expression Revolutionary Celebrations que je regrette et que je corrigerai dans la publication, quand je publierai, parce que ces célébrations ne sont pas révolutionnaires au sens où les convives voudraient une révolution, où les convives voudraient que la Grande-Bretagne imitât euh, la France ou d'autres pays, s'insurgeât, etc., etc. Car souvent, la tonalité est réformiste. On trouve une petite musique un peu partout, c'est omniprésent chez les Whigs, mais c'est assez souvent chez les radicaux, du style la Grande-Bretagne est préservée de ses soubresauts, de ses contre-coups, de ses accouchements révolutionnaires violents. Il faut réformer pour ne pas révolutionner. Et ça, c'est un argument de réformisme modéré qu'on trouve parfois très souvent dans les banquets. Et l'orientation politique peut être parfois conservatrice et opportuniste avec des motivations économiques, la révolution à l'étranger étant perçue comme favorable aux exportations britanniques, pour le dire crûment, parce que le renversement d'un régime hostile ouvre la voie à un régime euh, bourgeois, au libre-échange et donc à une paix qui sera une paix marquée par la compétition économique. Et dans la compétition économique, dans le premier 19e siècle, en général, c'est l'Angleterre qui l'emporte. Voilà. Donc, les Revolutionary Celebrations, il faudrait parler de Celebrations of Revolutions. Et encore, il faudrait voir qu'est-ce qui est célébré, en fait, pourquoi. Donc, il y a beaucoup de célébrations, beaucoup de dimensions que je n'étudie pas séparément parce qu'elles sont imbriquées. Une dimension politique, voire partisane. Donc, c'est en général l'opposition parlementaire donc au Parlement, c'est-à-dire en gros les Whigs, puisque les Tories sont quasiment au pouvoir tout le temps, ou une opposition extra-parlementaire, des radicaux, des chartistes, etc., qui ne sont pas représentés, qui veulent l'être. Donc, les révolutions donnent l'occasion aux oppositions de monter au créneau et de se faire voir. Il y a aussi une dimension paradiplomatique dans certains groupes, c'est-à-dire faire pression sur le Home Office, servir d'intermédiaire entre les nouveaux gouvernements étrangers et la Grande-Bretagne. Donc j'appelle ça paradiplomatique parce que ce n'est pas une dimension diplomatique, au sens où ce ne sont pas des diplomates britanniques qui fêtent les révolutions étrangères. Quand ils le font, ça acquiert une dimension institutionnelle qui les vide, je dirais, de leur tranchant radical. Donc une dimension économique, donc comme je l'ai dit, la révolution peut être porteuse de libre-échange, et une dimension culturelle parce que ces révolutions ces célébrations donnent lieu à une production de chansons, de toasts. On peut envisager le toast comme genre littéraire. J'ai envisagé le toast sous beaucoup d'angles, mais pas encore sous l'angle d'un genre littéraire, mais ça peut se défendre. De la poésie commémorative qui peut être évidemment scandée, chantée, récitée pendant les dîners. Et là, cela donne une importance particulière aux femmes, pas vraiment pendant la Révolution française, mais plus tard. On peut citer par exemple les collaborations entre Harriet Martineau et donc poétesse et idéologue et économiste, et Eliza Flower, compositrice, autour de la Pologne en 1830. La double contribution de Harriet Martineau et Eliza Flower étant en fait rayée des registres, leurs chansons et à la fois tunes et lyrics, et leurs partitions étant notées comme anonymes
Voilà. Donc, il y a de très beaux cas, enfin de très beaux, on va dire des cas d'école, d'élision et d'oubli immédiat de production culturelle de la part de femmes qu'il faut retrouver. Donc, pour célébrer la Révolution française, je me bornerai donc à la Révolution de 1789 et aux célébrations entre 1789 et 1793, l'entrée en guerre. L'entrée en guerre mettant fin à toute possibilité de célébration publique. Donc, il reste des célébrations privées euh, au domicile ou bien clandestines dans des tavernes, mais plus dans l'espace public. Donc, elle a encore plusieurs dimensions, mais pour donner un contexte, j'ai étudié par ailleurs la participation de Britanniques, euh, hommes et femmes, à des fêtes révolutionnaires en France, à Paris, mais aussi en province, en particulier pendant la Fédération de 1790, de 1791, mais on a des récits de la fête de Simoneau, on a des récits on a un récit de la panthéonisation de Voltaire par un voyageur écossais. Donc on a voilà, on a des participations, on a des témoignages de première main de Britanniques qui voient se déployer le nouveau cérémonial révolutionnaire, des fêtes révolutionnaires et qui commentent, souvent positivement, mais avec une certaine distance. Il y a deuxièmement un niveau d'implication plus important, qui est l'organisation par des clubs jacobins, donc Club des Amis de la Constitution, euh, et d'autres clubs de fêtes pour les nations dites libres. Donc en août 1790, les Amis de la Constitution de Nantes euh, mettent en scène une fête dite anglo-française qui déploie un symbolisme anglo français, franco-anglais qui peut paraître étrange aujourd'hui puisqu'on a des toasts à la fois à Louis XVI et à Georges III. Je pense que c'est un cas assez unique, mais qui donne un petit peu à voir ce que pourrait donner une amitié franco-britannique en 1790 pour des bourgeois de Nantes. Et on a dans de nombreuses villes de la façade atlantique, euh, Nantes, Bordeaux, euh, La Rochelle, euh, ainsi que l'Interland, Le Havre, Marseille, on a des fêtes données aux nations libres. Donc Angleterre, Écosse, Irlande, les trois nationalités étant souvent distinguées. Donc on a des, des invités d'honneur euh, qui représentent l'Angleterre, l'Écosse ou l'Irlande, les États-Unis et la Pologne. Et ces fêtes ont lieu jusqu'en janvier 1793, quasiment un mois avant l'entrée en guerre, en gros. Mais je vais vous parler maintenant de l'organisation donc en Angleterre et en Écosse, en laissant l'Irlande de côté, de célébration de la Révolution française, essentiellement les 14 juillet 1790, 91, 92. Alors, je laisse l'Irlande de côté, c'est un petit peu compliqué parce que c'est typiquement le genre de sujet où il faudrait se livrer je veux dire, si j'étais un véritable historien français, je me livrerais à ce qu'on appelle les jeux d'échelle. C'est-à-dire montrer, j'essaye de le faire dans une certaine mesure, mais la dimension locale, la dimension régionale, la dimension nationale au sens de Angleterre, Écosse, Irlande, et les dimensions euh, impériales et coloniales, voire universelles. Donc il y a un jeu de poupée gigogne qui est un petit peu compliqué à manipuler. Je laisse l'Irlande de côté, tout simplement parce que pendant le premier 19e irlandais. Comme on le sait, l'Irlande a connu sa rébellion en 1788. Donc la mémoire de la rébellion irlandaise et de la Révolution française est tellement énorme qu'il y aurait de quoi écrire une ou deux monographies en plus de celles que j'ai faites. Donc, euh, donc en fait, l'Irlande, je pense que, je le dis dès maintenant, une, un,
une suite logique de ce travail serait peut-être un travail sur les fêtes révolutionnaires dans l'espace atlantique. Pas seulement Angleterre, Écosse et Irlande, plus le Pays de Galles qu'on oublie toujours, mais à partir du moment où on intègre l'Irlande avec la France donne lieu à des échanges avec d'autres pays européens et on a évidemment les États-Unis. Donc il faudrait faire quelque chose au niveau atlantique, célébrer les révolutions dans l'ère atlantique et de 1765 en gros, du Stamp Act jusqu'à presque jusqu'à la guerre de sécession. Voilà, un joli siècle, ce serait un beau projet. Voilà. Euh, donc, à ses risques et périls. Euh, Pourquoi? Parce que fêter la Révolution française est compliqué. La réaction conservatrice est très forte dès le 14 juillet 1790. Et là, je souhaiterais montrer que l'historiographie qui date la montée du loyalisme du début de 1792, en fait, a un petit peu négligé des signes avant-coureurs qui étaient déjà très forts, avec des pressions, des négociations la presse, des phénomènes de naming and shaming, donc des articles anonymes qui exigent qu'on publie la liste des convives qui ont porté tel ou tel toast, qui ont été à telle ou telle célébration jugée séditieuse. Il y a des appels à euh, intenter des procès aux convives et aux stewards et aux organisateurs des dîners dès le 14 juillet 1790. Donc en fait, sans vouloir faire de téléologie, voilà, la répression judiciaire arrive en fin 1793-1794, mais elle était réclamée en fait dès la mi-1790. Donc, euh, les dîners du 14 juillet sont vus comme une exploitation de la Révolution française à des fins nationales, voire partisanes. En gros, les Whigs, Fox, essayent de se relancer. Pitt mène une politique euh, budgétaire, étrangère, etc., qui est perçue comme plus ou moins brillante. Les élites suivent les Tories. Les Whigs ont besoin de se distancer, de se démarquer. Donc il y a cet aspect-là qui est clair. À partir des émeutes de Birmingham le 14 juillet 1791, on a la mob, les émeutiers royalistes contre les dissidents républicains, où là, on a toute une sphère médiatique qui parle de retour aux années 1640, où l'opposition en fait entre l'Angleterre et la France est revue comme l'opposition entre le bon royalisme et le républicanisme régicide des années 1640, avec des renvois à Cromwell et, euh, et aux puritains. À partir du 1er février 1793, donc comme je vous l'ai dit, entrée en guerre, procès en Écosse puis en Angleterre, fin des dîners publics, mais les ultra-radicaux donc étudié depuis 20 ans par Ian McCalman, célèbre la Révolution clandestinement. Mais par ailleurs, je montre qu'une sociabilité se maintient chez les Whigs, donc chez Fox, chez Lady Holland, donc le clan de Lord and Lady Holland, qui ont également des liens en Écosse et qui s'envoient. Donc il y a des dinner parties privé, mais en fait plus ou moins public parce que ça fuite, des fuites sont organisées dans la presse. Et évidemment, il y a une correspondance qui maintient une sociabilité, qui explique pourquoi le whiggisme peut se réveiller après Waterloo, évidemment. Alors, mes sources. J'ai beaucoup travaillé pendant la pandémie. C'est à ce bon voilà. Donc c'est une thèse, c'est une HDR Covid malheureusement. Donc j'ai utilisé la presse papier que j'ai pu consulter avant la pandémie, BNF British Library, Bibliothèque nationale d'Écosse, mais beaucoup la presse numérisée. Quelques écrits du fort privé dont je vous ai parlé, correspondances et journaux intimes. Certains ont été publiés à l'époque, dont les lettres de France de Helen Murray Williams, qui là aussi pourraient fournir matière à un projet collectif de grande ampleur, tellement c'est passionnant. Iconographie et caricature. Et enfin, commercialisation et culture
matérielle. Alors, la culture matérielle des dîners, on en a une idée à travers la presse, c'est-à-dire qu'on mentionne la présence de cocardes, de drapeaux, etc. Mais les objets eux-mêmes sont très difficiles à trouver. Donc je pars dans 2 jours pour un premier voyage de reconnaissance à Manchester et à Glasgow pour essayer de trouver euh, des, euh, des effigies, etc. Donc vaisselle, effigie, couteau. J'aimerais trouver cutlery, glassware. Euh, Évidemment, tout ce qui est bol à punch et ce genre de choses, mais qui est souvent mal catalogué et difficile à trouver. Donc j'en ai un peu, j'aimerais en avoir plus. Là, par exemple, c'est un pichet qu'on trouve au musée de la Révolution française, où on reconnaît une scène tirée c'est la mort de Wolfe à Québec par Benjamin euh, West, donc un épisode de la guerre de 7 ans qui date de 1791, The Destruction of the Bastille, qui se trouve au revers, The Destruction of the Bastille. Donc ça, c'est un objet intéressant, je trouve, qui a été manufacturé à Liverpool et qui suggère qu'au tout début de la Révolution française, il existe on va dire, un marché réel ou supposé dans la bourgeoisie anglaise qui porte des valeurs de liberté, avec à la fois un côté patriotique, évidemment, guerre de 7 ans, et un côté Révolution française et universalité de la Bastille. Alors, la Révolution française, la commercialisation passe aussi par la Révolution au théâtre à Londres qui met en place certains tropes qu'on retrouve dans les dîners. Donc la liberté britannique. Donc en fait, au théâtre à Londres, il y a des pantomimes qui refont la prise de la Bastille avec des personnages, les femmes, les gardes suisses, etc., etc., mais qui mettent en avant la liberté britannique et la France est vue comme une disciple. Et donc, le pitch, en gros, c'est la France se libère et va enfin jouir des libertés dont nous jouissons depuis longtemps. Et ce qui est intéressant et un phénomène que l'on retrouve dans les célébrations, dans les dîners. On voit par exemple dans le chœur, au milieu, The King, the nation and the law, we're ready to obey. Then vive la loi, vive le roi, and vive la liberté. Donc c'est cette espèce de franglais et cette notion de all join in chorus. Par exemple, The King, the nation and the law, c'est le genre de toast qui va être porté en chœur par des centaines de convives le 14 juillet. Donc en fait, on peut voir la Révolution au théâtre. C'est des reenactments à une époque où le mot n'existait pas, mais on a des tropes qu'on retrouve dans les dîners. Ça, la Révolution au théâtre à Londres, c'est fin 1790, donc après la Fédération. Une espèce de mode qui dure 4 ou 5 mois. On a aussi des blagues, des jeux de mots, où par exemple, ici, il est question de la visite de 2 députés nantais, des Amis de la Constitution, qui sont venus rencontrer les Whigs, donc Sheridan et autres. Et il y a un jeu de mots sur Nance, qui est moi, je pensais que c'était du muscadet. Et donc, il est dit dans le Times que les Whigs ont bu le pire Nance de leur vie. Donc, je pensais que c'était du mauvais muscadet. Et en fait, c'est plutôt un brandy venu de Nantes. Donc, il y a aussi le vin comme métaphore du discours populaire, du discours politique qui est évidemment enivrant, qui donne des spirits, aussi le jeu de mots sur spirits entre esprit, courage, fortitude, etc. et spirits, alcool, dont vont jouer les anti, les, les anti-révolutionnaires, les opposants au dîner, évidemment. Donc les 14 juillet ont lieu des dîners opulents
est très visible, ostentatoire, dans plusieurs villes. J'en ai oublié. Il y a également Manchester, il y a quelques villes des Midlands en 1791. Mais en gros, la- on a une dynamique plutôt ascendante entre 1790 et 1791. Et partout, dans toutes ces villes, ce sont en fait des marchands middle class qui se retrouvent dans des tavernes centrales. À Londres, l'archétype de ça, c'est The Crown and Anchor, euh, la taverne de la Couronne et de l'Ancre, qui se trouve sur le Strand, donc vraiment l'artère centrale entre la City et voilà, et le quartier gouvernemental de Westminster, qui est la plus grande, la plus neuve, la plus chère, la plus prestigieuse taverne de Londres. Et ce sont des réformateurs dissidents et presbytériens euh, qui viennent de sociétés, on va dire, radicales slash réformistes, Revolution Society for Constitutional Information. On a le chiffre exact, je ne sais pas d'où ça sort, dans la presse de 652 convives à la Crown and Anchor en 1790, pas un de plus, pas un de moins. Mais ce qui est intéressant, je ne vais pas en parler, mais on peut en discuter peut-être plus tard, c'est que enfin, je pense qu'une grande partie de ces marchands londoniens ont partie liée avec la traite, l'esclavage et le commerce colonial, ce qui explique pourquoi l'abolition de l'esclavage brille par son absence. Et c'est même assez, on va dire, assez obscène dans certains échanges, par exemple avec les marchands nantais ou des marchands nantais qui eux aussi quand même ont partie liée avec l'esclavage, ça se sait, et parfois avec des marchands de Liverpool qui ne sont pas mieux, et où on s'échange des toasts sur Liberty to all the world, let all slaves break their shackles. Mais ça veut dire les esclaves les gens qui n'ont pas le droit de vote, la bourgeoisie. Ils se présentent comme des esclaves qui brisent leur fer, alors qu'ils sont négriers par ailleurs. Donc ça, c'est une thématique coloniale, on va dire, refoulée, qui me gêne énormément et qu'il va falloir que je gère dans la publication, évidemment, et qu'on retrouve après. Donc, pour en revenir aux tavernes, je me suis fondé en partie sur le travail de Ian Newman, qui réinterprétait les Reflections of a Revolution in France de Edmund Burke, où il explique que pour Burke, ce qui menace la liberté britannique, c'est pas le petit peuple, c'est pas les gueux, ce sont au contraire les marchands enrichis qui veulent mettre en place une oligarchie liberticide. Et cette taverne, donc là, on voit euh, la taverne de The Crown and Anchor, mais à l'époque victorienne, donc après qu'elle a été reconstruite, donc le décor n'est évidemment pas d'époque, mais la taille de la salle donne une idée quand même de ce que ça a été. Donc là, on est dans ce que des auteurs comme Ian Newman ou John Mee appellent the convivial public sphere, la sphère publique conviviale où le repas, la convivialité sont des vecteurs de politique, mais aussi d'art, de culture, etc. On a les mêmes phénomènes, mais à mon avis, à de moindres degrés à Glasgow, The Tontine Inn, à Birmingham, à l'hôtel Dudley, le même type de taverne. On a une publication dans la presse dont je parlerai peu, mais je vais m'appuyer sur des exemples tirés de la presse, évidemment. Donc, des récits de ces dîners sont publiés dans la presse à Londres, en Angleterre, en Écosse. On en trouve en Inde aussi, grâce aux fameuses euh, collections numérisées sur lesquelles je me suis arraché les yeux pendant le confinement, mais également à Paris, en Europe. Ici, vous avez The British Mercury. Donc, on a une très forte couverture en 1790, puis un déclin. Et c'est un nouveau type d'article qui arrive, des longs articles avec liste de toasts. Donc là, je vous en donne un, par exemple, qui est tiré du Leeds Intelligencer et qui retrace le 14 juillet 1790 à Londres.
Et je prends le Leeds Intelligencer pour bien montrer que voilà, on est dans les Midlands, on n'est pas à Londres. Donc vous avez French Revolution, donc ça c'est le premier tiers. Vous avez tous les tropes qui arrivent. A numerous and highly respectable body of noblemen and gentlemen. Nombre plus respectabilité, bien sûr. On a la garantie nobiliaire de Stanhope, mais Stanhope est aussi un Whig un petit peu idiosyncratique, donc ça donne un côté partisan tout à fait évident. On a le symbolisme. Euh, They all wore the national cockade. On a une phrase en italique au milieu, mais on a aussi as Englishmen. On, on célèbre la célébration as Englishmen. Et ensuite, vous avez euh, les toasts. On a une invocation à l'être suprême, donc le caractère presbytérien avec Rees et Towers, qui sont des presbytériens des dissenters de tout premier ordre, et une liste de toasts qui commence par The Majesty of the People, qui était toastable en 1790 et qui n'est plus en 1792, parce qu'évidemment, il faudrait toaster The King. Donc, donc là, on a The Majesty of the People, ensuite The Nation, the Law and the King. Vous vous rappelez évidemment de la petite pantomime dont je vous parlais. Donc, il faut voir quand même que la nation, la loi, le roi, le toast, moi, mon hypothèse, c'est que le toast prend plus ou moins l'aspect d'un serment. Il faudrait que je creuse la question, mais je sais que le serment est une question très, très étudiée sur l'époque early modern et moderne, le serment. Mais je pense que quand 653 personnes se lèvent et disent la nation, the nation, the law and the king, on est peut-être au-delà du toast. Enfin bref, à mon avis, ils ont l'impression eux-mêmes de revivre le, euh, le j'oublie le nom, le chant de, le jeu de paume, le serment du jeu de paume, ce genre de moment d'effusion. Donc il y a beaucoup de toasts que je ne peux pas tous commenter, mais bon, on a The Glorious Revolution in France, qui pour les historiens du XVIIe est quand même très intéressant parce que on a l'impression que les Whigs lisent la Révolution française à travers la Glorieuse Révolution de 1688, ce qui mènera évidemment à une controverse. Et euh, on a euh, on a des toasts qui font scandale, comme a league, donc une ligue entre la Grande-Bretagne et la France pour perpétuer la paix universelle et rendre le, le monde heureux. Ça, c'est perçu comme quelque chose de paradiplomatique, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire, qui sont ces bourgeois, qui sont ces presbytériens, euh, héritiers des régicides, qui viennent dire à l'Angleterre, qui viennent dire au roi d'Angleterre avec qui s'allier. C'est-à-dire que là, on touche aux attributs, à la prérogative euh, royale. Donc en fait, tous ces toasts sont lus, et là, c'est le troisième tiers qui se termine avec... oh là là, c'est pas très bien centré, mais en gros, il y a un toast qui dit à la cinquième ligne, May Britain never stand in need of any other revolution. Que la Grande-Bretagne n'ait jamais besoin d'une nouvelle révolution. Donc, c'est vraiment l'argument, je disais, donc réformisme modéré, réformer pour éviter la révolution, qui est en gros l'argument des Whigs de Macaulay en 1832, réformer, sinon vous aurez la révolution. Et ensuite, on a une correspondance avec l'Assemblée nationale à qui on envoie le récit. Donc, symbolisme révolutionnaire et passage entre privé et public. Donc, on a des cocardes et des rubans. Dans un autre récit, on apprend que le chevalier Déon apporte une pierre de la Bastille qu'il avait dans son propre salon. Donc, on dit que le chevalier Déon renonce à une superbe fête à Hammersmith donnée à plus de 300 personnes. Là, je ne sais plus si c'est une fête privée, parce qu'on a 650 personnes d'un côté, une fête privée de 300 personnes, c'est quand même beaucoup, de son propre pays, donc des Français. Et donc, je trouve intéressant cette translation de la pierre de la Bastille, vraie ou fausse, du,
euh, du domicile du chevalier d'Éon jusqu'à la Crown and Anchor, où elle est dévoilée au moment du dessert et où les invités jettent leurs cocardes et, euh, et enfouissent la pierre de la Bastille sous leur cocarde avant de chanter une chanson et de porter de nouveaux toasts. Donc on a tout ce symbolisme révolutionnaire, mais on a aussi, dès 1790, une revendication d'anglicité et un sentiment chez certaines personnes qu'il faut se prémunir des attaques. Et le réformateur John Hancock en particulier euh, fait un petit discours où il compare la Constitution anglaise à un bateau, bon, la métaphore vraiment éculée, un bateau à radouber, où il dit en fait nous sommes un bateau, bon il faut le radouber, il faut retaper le bateau, mais il ne faut pas tout détruire. Et, et c'est intéressant parce que John Hancock, en fait, il a été donc John Hancock a été hué, il a failli se faire sortir de la salle parce que son, son intervention paraissait extrêmement conservatrice, mais il avait quand même pressenti, parce que c'est exactement la ligne qu'allait prendre Burke pas longtemps après. Donc des révolutionnaires, non, pas vraiment, c'est largement Whig, des réformateurs assez prudents, donc une rhétorique universaliste, quasiment républicaine. Bon, exclusivisme social, le repas est très cher. Ailleurs, à Cambridge, on a des toasts éclairés, où là, on se dit, on a des microcosmes intellectuels, où, par exemple, des étudiants de l'université portent un toast à Milton, Locke, Montesquieu, Helvétius, Rousseau, Voltaire. Une généalogie intéressante, n'est-ce pas? Et d'autres philosophes qui ont préparé la Révolution française. En Écosse, on a des choses assez similaires avec une célébration de la bourgeoisie de Dundee qui envoie une lettre au président de l'Assemblée nationale. Et là, je pense qu'on est vraiment dans la visibilité, dans le truc vraiment très, très sensible. C'est-à-dire que les bourgeois Whigs de Dundee sont une minorité dans une petite ville d'Écosse et ils écrivent à l'Assemblée nationale, quoi. Donc c'est un peu la grenouille qui veut se faire plus grande. Mais bon, c'est intéressant de voir, donc il y a des enjeux locaux, évidemment, personnels. Donc on a encore une fois des hommages à la Révolution, cocarde des toasts et un patriotisme britannique. Alors, euh, en Écosse, j'ai l'impression que j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à dire, donc je ne vais peut-être pas dire absolument tout ce qui est là. Mais en 1791, on voit donc le climat s'assombrir considérablement. On a plus de célébrations en Écosse qu'avant, mais à Édimbourg, donc là encore, on a une célébration dans une taverne avec des réformateurs Whig, Bontin, etc., des toasts très similaires à ceux portés à Londres en 1790, la connexion Whig, les liens parlementaires, familiaux, etc. On est entre soi, un éloge du libre-échange et de l'économie à Glasgow, comme par hasard, que le commerce et les manufactures ne soient pas restreints par les fetters, par les menottes du monopole, mais par ailleurs, Henry Dundas, qui gouverne l'Écosse pour le compte de Pitt, se procure des rapports d'espions, ce qui fait qu'on a le nom et les toasts de tout ce qui s'est dit. Mais à Dundee, ce qui est intéressant, c'est de voir que dès 1791, on porte des toasts comme Stability to the new Constitution of France. Donc, un toast à la stabilité. Et en 1792, le club de Dundee se retourne complètement. Il bannit Paine, toutes les œuvres de Paine, de Priestley et des autres de sa bibliothèque et il exclut les Jacobins présumés. Donc on voit que Dundee, qui a été les premiers à célébrer la Révolution française, ont aussi été les premiers à sentir le vent tourner et et à se lancer dans le conservatisme. Donc en 1791, on a énormément de pression sur les convives
Et Edmund Burke, donc les Reflections on the Revolution in France, publié fin 1790, donne le ton. Et c'est en fait et donne tout un registre, tout un catalogue de métaphores et de références historiques et hystériques, j'ai envie de dire aussi, qui seront reprises contre les réformateurs. À Londres, par exemple, alors ça c'est quelque chose d'intéressant qu'on voit par exemple dans la correspondance privée. Andrew Kepes, qui est un prêtre, un pasteur presbytérien, qui est l'un des stewards du Grand Dîner de Londres, mais qui est en correspondance avec James Boswell, qui est un Tory très conservateur, et Boswell essaye de dissuader Kepes de se rendre au dîner, et il lui propose de venir chez lui à la place et de toaster le roi. Et il lui dit, on va négocier en gros le toast loyal, parce que le toast Tory, c'est Church and King, mais comme Kepes est évidemment un presbytérien dissident, il ne peut pas toaster Church, donc Boswell sait, on va toaster King et non pas Church and King. Venez chez moi au lieu d'aller au lieu d'aller à ce dîner qui va être une disgrâce, quoi. Donc en fait, on a un retour du XVIIe siècle. On a en gros deux imaginaires. Le symbolisme de la Révolution française qui est de plus en plus étouffé par des souvenirs de la Révolution puritaine et des Golden Riots. Les émeutes de Birmingham sont sans doute l'épisode le plus connu, du 14 juillet 1791, où un dîner, oups, oh là là, un dîner organisé par Joseph Priestley, euh, chimiste, pasteur, polymarth, tourne à l'émeute. Alors, en ce qui concerne les émeutes de Birmingham, l'historiographie a suivi, je dirais, le cours, on va dire, de l'historiographie en général. C'est-à-dire que dans les années 1960-70, on a beaucoup d'interprétations marxistes en termes de haine de classe, c'est-à-dire la bourgeoisie, les patrons de forges, les patrons d'usines, etc., contre la plèbe prolétarisée. Et puis maintenant, on a des interprétations plus culturelles en termes euh, de dissidence religieuse contre oligarchie anglicane. Et je suis plutôt dans cette optique-là. Et bon, j'ai rajouté, je dirais, une note de bas de page à cette historiographie qui est immense pour dire que en fait, c'est pas propre au microcosme de Birmingham parce qu'il y a aussi des explications ultra locales où des gens vous disent ça s'est passé à Birmingham parce que ailleurs, la société, le champ religieux, etc., était différent. Mais en fait, ça aurait pu se passer ailleurs. Je dirais que c'est en fait un coup des conservateurs et des Tories qui ont réussi à faire appel à un imaginaire de la peur des puritains, mais qu'on voit depuis Guy Fawkes Day, enfin, en fait, tout un univers charrié par le XVIIe et qui ressurgit. Voilà. Euh, Alors, en 1791, bon, on a toute cette floraison culturelle à la fois Whig réformatrice et contre-révolutionnaire. Donc à Londres, on a cette convivial public sphere avec des poèmes de Robert Merry et d'autres. Et en face, on a une satire contre-révolutionnaire qui a été moins étudiée et qui, je trouve, vient de Burke et de la satire anti-puritaine. Pour en donner un exemple, dans le Public Advisor du 13 juillet. Donc en fait, la satire, ça commence avant, évidemment, tout le mois de juillet, en fait, avant et après. Et donc là, on a une chanson, par exemple, euh, Let those who abhor all kings and priests remember the French Federation, etc. Let those who abhor good old English feasts
Donc, le roast beef anglais contre les régicides, la célébration nationale, et ça se termine en chanson à boire, où à la fin, il est question de porter des toasts à Church and King. Voilà. Euh, le spectre de la révolution puritaine, où le Times s'en donne à cœur joie. Donc, dans 6 épisodes, il y a des articles très longs sur The Fortunate Recovery of the Canonized Remains belonging to Miss Presbyterian Democracy. Donc en fait, c'est une sorte de récit du cercueil de la démocratie presbytérienne, donc cromwellienne, en fait, qui essaye de revenir. Donc là encore, sans vouloir faire de téléologie, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a euh, les anti-jacobins autoproclamés, les anti-jacobins, qui commencent à publier dans des anti-jacobins magazine en 1795-96, avec des gens comme George Canning, qui deviendra Premier ministre après dans les années 1820. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà des tropes, on a déjà, on a déjà un style de parodie qui à la fois se fonde sur des événements et des allusions communément connus, mais qui a aussi un deuxième aspect qui est plus docte, plus lettré, en fait. C'est-à-dire que les lecteurs qui sont plus politiques, à mon avis, ils voient un deuxième niveau de, de lecture. On a des parodies d'annonces. On a dans le Times, en juillet 1791, des parodies de Macbeth, où on a une scène entière de Macbeth qui est jouée par Fox et ses amis. Évidemment, Macbeth venant là parce que Macbeth va tuer le roi. Donc la parodie de Macbeth, ça pose les soutiens de la Révolution française en usurpateurs et en régicides potentiels. Ça passe dans la caricature, évidemment, Macbeth et les puritains, où là encore on voit les Whigs autour d'un chaudron qui danse comme les 3 sorcières de Macbeth. Je ne dirai pas plus. Les émeutes de Birmingham. Euh, une autre, une autre caricature qui est connue de James Gilray, c'est A Birmingham Toast, qui montre le dîner qui a provoqué les émeutes de Birmingham, où on voit Joseph Priestley debout avec un plateau de communion qui dit The King's Head here. Et ici, il y a une intertextualité parce qu'en fait, il y a des handbills, des tracts qui ont circulé à Birmingham pour dire qu'ils avaient porté comme toast The King's Head on a platter, ce qui est faux. Et, euh, et c'est rigolo, on retrouve le chaudron et le bol à punch, qui devient un item récurrent. Montée du loyalisme, j'en ai déjà parlé. Je vais conclure sur 2 types d'autres célébrations qui sont très, très contrastées par rapport à ce qu'on a vu et très contrastées entre elles. Des célébrations des victoires militaires françaises en novembre 1792. Là, je pense qu'on est dans des célébrations plus révolutionnaires. C'est pas juste des bourgeois Whigs qui... Voilà. Des ouvriers à Sheffield et en Écosse, et d'autre part l'hôtel White à Paris. Je ne vais pas beaucoup parler de l'hôtel White parce que Rachel Rogers a publié un ouvrage important sur White's Hotel, donc je n'ai pas grand-chose à rajouter. Euh, là-dessus, mais en gros, elle a réévalué ce qu'on appelait le British Club en rappelant que c'est en fait la Société des Amis des Droits de l'Homme, la SADH. Et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que je dirais que c'est une sociabilité intense et hybride, avec des aspects à la fois britanniques et, euh, et français. Et ça me permet peut-être de revenir sur certaines positions historiographiques qui me paraissent un peu exagérées. Donc, les soirées de enfin, cette soirée de novembre 1792, c'est la célébration de la Première République et de la victoire de Valmy, évidemment. 16 toasts à la République, aux valeurs révolutionnaires. On chante la Carmagnole, ça ira, la Marseillaise, ce qui est nouveau.
Donc, en un sens, Rachel a montré que les étrangers doivent montrer leur adhésion à la Révolution française. C'est évidemment un dîner très public qui est là pour montrer aux autorités municipales, nationales, etc., qu'ils adhèrent à la Révolution, ils ne veulent pas être des suspects. Donc, bon, il y a cet aspect de préservation, mais il y avait aussi évidemment un attachement idéologique. Donc, quelle portée? Il y a une lecture féministe qui dit par exemple que les toasts portés à Charlotte Smith, Helen Mary Williams et aux citoyennes Fernig et Anselm montrent que le radicalisme devient féministe, que c'est quelque chose d'absolument nouveau. Bon. Il y a aussi les thèses de Jonathan Israel qui placent ce dîner dans les lumières radicales dans le prologue en pages 1 et 2 de son ouvrage de 2014. Cependant, je ferai remarquer que le toast aux dames me semble être une sociabilité française. C'est-à-dire qu'à Paris, je pense que c'est pas choquant, à Paris en 1790 ou même en 1770, de lever son verre, de porter une santé aux femmes. Ça ne se fait pas à Londres, mais parce que la sociabilité britannique est très homosociale, enfin, ségrègue les gens, mais pas à Paris. Donc, est-ce qu'un toast aux dames est en soi une prise de parole féministe? Moi, j'ai l'impression que c'est compatible avec la galanterie ou avec une certaine sociabilité française. Et par ailleurs, je répondrai virtuellement à Jonathan Israel que la SADH n'est pas entièrement girondine, c'est-à-dire les bonnes lumières pour Jonathan Israel, parce que Helen Maria Williams accueille les Girondins, des montagnards, donc les mauvaises lumières, et d'autres personnes qui sont difficiles à classer. Donc en fait, la liste de toast, je pense qu'il faut voir comment ça fonctionne. La liste de toast, c'est le plus petit dénominateur commun. C'est ce qui permet au groupe de tenir en étant sûr que personne ne se lèvera et quittera la salle en faisant un scandale. Donc voilà. Après, les interprétations sont difficiles à faire sur certains toasts. Par exemple, The Approaching National Convention of Great Britain and Ireland. La Convention nationale de Grande-Bretagne et d'Irlande. Alors, est-ce que c'est un appel à une fraternité révolutionnaire? Est-ce que c'est un appel à l'invasion, à mettre en place un régime conventionnel, donc républicain à la française dans toutes les îles britanniques? Peut-être. Mais là encore, le toast est le plus petit dénominateur commun. Donc je pense que la formulation est suffisamment ambiguë pour que certains y lisent un appel à la fraternité et à l'invasion des îles britanniques et d'autres y appellent à une espèce d'assainissement du Parlement britannique par la réforme. C'est pas contradictoire. Je vais, je vais conclure sur, Sheffield et l'Écosse, où là, on a deux célébrations donc, des mêmes victoires et de la même République en 1792, avec un répertoire plébéien. On brûle en effigie euh, la, le duc de Brunswick. On a des caricatures de Britannia, etc. Et on propose un bœuf, on fait rôtir un bœuf qui est offert par les Amis de la Liberté. Et donc moi, j'y lis là une célébration qui se fonde sur des formules préexistantes de sociabilité, sauf que normalement, ce sont les nobles, l'aristocrate, le propriétaire terrien qui offre un bœuf, et là, ce sont les réformateurs qui offrent un bœuf. Donc, je dirais qu'il y a une espèce d'agentivité et de prise en main de la fête et de l'espace public. Alors, pourquoi célébrer la Révolution? Peut-être par adhésion idéologique, bon. Liberté, oui, on a commencé à voir laquelle. Égalité, pas l'égalité économique. Fraternité, ça se discute. Bon, il y a tous les enjeux de visibilité, de publicité et d'attention dont j'ai parlé. Il y a aussi un message envoyé à la France, à la fois aux législateurs et aux marchands français, c'est-à-dire le vœu de paix, de libre-échange. À Paris, le cas spécial de la SADH, il faut montrer sa loyauté. Donc il y a des enjeux de survie et des enjeux de conviction. Et c'est
slide, je dirais que ces dîners sont un laboratoire de sociabilité qu'on retrouvera pendant le premier 19e siècle, en tout cas dans la suite de mon inédit. C'est l'invention du grand dîner privé slash public qui n'existait pas avant, c'est-à-dire qu'on a euh, la taverne prestigieuse, les orateurs, le lien avec la presse, la formule toast, chanson, discours, qui là aussi arrive tout d'un coup. Donc c'est en fait une forme qui est très bourgeoise, middle class, et qui s'articule avec la sphère publique des journaux, de la caricature, etc. Et elle est imitée en partie chez les artisans et les ouvriers, en partie. À Sheffield, on a une forme différente, mais c'est quasiment un apax, l'appropriation de l'affect octroyé et la maîtrise de l'espace public. Et là, on entre dans des problématiques vraiment 19e. On trouve chez Katrina Navikas, par exemple, la politique de l'espace. Donc, on pourrait dire que finalement, ces célébrations, ça a impliqué 3 000 personnes, essentiellement des bourgeois Whigs, qui ont retourné leur veste au premier coup de canon, bon, et que finalement, c'est un peu futile. Mais il y a tout de même donc ce legs du grand dîner, un legs de formules, des chansons, des toasts, des slogans qui sont repris jusqu'en 1848 au moins. L'article de presse couvrant le dîner radical devient classique. Et je m'arrêterai ici en, portant mon verre aux chartistes, d'une certaine façon, des années 1830. Il y a cet article très important, je trouve, de James Epstein sur Radical Dining, Toasting and Symbolic Expression, qui est une analyse extrêmement fouillée d'un seul article, mais un article fleuve sur une réunion chartiste dans le Lancashire en 1838, où en fait on voit la cristallisation de toutes ces formes et qui sont réappropriées par les chartistes. Voilà, je vous remercie pour votre attention pendant cette longue heure et je vais peut-être enlever le partage d'écran. Merci Rémi. Merci Rémi pour cette présentation qui est fort intéressante, d'autant plus que, enfin pour moi en tout cas, d'autant plus que moi j'ai travaillé sur les toasts américains avec des choses un petit peu différentes. Alors je vais amorcer la discussion par quelques remarques, si vous permettez. Première remarque, la question de l'esclavage qui te choque. Mais il faut se rappeler que dans le langage républicain, dans la tradition républicaine, l'esclavage, c'est pas seulement l'esclavage des nègres, c'est aussi l'esclavage politique. C'est-à-dire lorsqu'on est sous la domination de quelqu'un, ou d'un gouvernement, ou d'un monarque, on est esclave. Alors évidemment, nous, ça peut nous choquer de voir des négriers, porter des toasts à la liberté de l'humanité, mais c'est parfaitement compatible avec la tradition républicaine. C'est la première chose. Deuxième détail, c'est la question du toast féministe, entre guillemets. En fait, ces toasts féministes, enfin, aux femmes, sont absents en Angleterre, mais ils ne sont pas absents des États-Unis, par exemple. Or, je ne pense pas qu'on puisse expliquer la présence des toasts américains, des femmes dans les toasts américains par une forme de galanterie qui serait spécifique aux États-Unis et pas à l'Angleterre. En revanche, il y a bien une spécificité anglaise de l'homosociabilité que tu as évoquée. Et si je compare avec les toasts américains, alors c'est sûr que moi j'ai étudié les toasts américains de 1792 et 93. Et donc c'est un petit peu décalé par rapport à la plupart de tes observations qui datent d'avant. Mais incontestablement, la sociabilité des toasts aux États-Unis est beaucoup plus démocratique. Elle est beaucoup plus populaire, même s'il y a aussi évidemment des gentlemen et des gens très très bien, mais elle est quand même beaucoup plus populaire, elle est beaucoup plus radicale évidemment, parce que le soutien à la Révolution française, même s'il est teinté d'apologie du système fédéral américain, est un soutien franc et massif, y compris en 1794, en pleine soi-disant terreur
Donc, voilà. Et, dernière remarque, je ne suis pas convaincu par ce que tu as dit sur les toasts lors de la séance à l'Hôtel White, tout simplement parce qu'en novembre 92, tous ces gens-là ne sont pas encore suspects. Ils le deviendront un an plus tard, puisque Payne est mis en prison en décembre, mais 93. Mais il est pas du tout, à ce moment-là, ils sont pas du tout suspects. Au contraire, sont complètement dans l'esprit du 26 août, c'est-à-dire du décret qui accorde la citoyenneté française aux, aux philosophes ayant bien mérité de l'humanité, etc., etc. Donc là, je crois que je ne suis pas convaincu du tout par cette idée que les gens de la SADH aient été obligés de faire preuve de loyalisme. Parce que, en fait, tous ces gens-là sont en relation avec le ministère des Affaires étrangères par le biais de Payne et d'autres. Voilà, donc là, je pense qu'il y a un décalage chronologique. On pourrait dire ça un an plus tard, mais pas en novembre 92. Voilà, bon, quelques remarques en vrac, et je vais laisser la parole à ceux qui la demandent. À moins que, alors d'abord, peut-être Rémi, si tu as des réponses à faire à mes remarques, et puis Je après. vais mettre Oui, une note de bas de page, Marc, et peut-être tu oui, vas-y, répondras. vas-y. Euh, Ouais, oui, Marc, j'allais aussi voilà, aborder la question de la remarque de Rémi sur l'esclavage. ouais, Alors, je dirais évidemment la même chose. Il est certain il y a la métaphore républicaine de l'esclavage politique, etc. Mais quand même, dans l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne, en 1790, je crois que c'est 1790, Oui. il y a quand même tout un il y a déjà tout un enfin voilà en France il y a déjà eu le Somerset Case, il y a déjà eu la création de la société, enfin il y a quand même tout un discours enfin abolitionniste pardon anti-esclavagiste qui reprend justement ce terme de shackles, et j'ai montré ça aux étudiants avec les objets qui sont qui circulent aussi manufacturés par Wedgwood, etc. Donc c'est quand même, enfin voilà, j'allais aussi te poser la question parce que dans le contexte de, bien sûr, avant, on pourrait dire, voilà, il y a cette métaphore très abstraite et très générale, mais en 90, c'est quand même déjà très chargé. Donc, est-ce qu'il y a une prise de position? Enfin, non, c'est que ça tient de la provocation. C'est bizarre. Je suis d'accord, mais ouais, je me demande si c'est pas. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec la remarque sur le langage républicain et l'esclavage. Ça, c'est oui, c'est bien sûr dans ce sens-là qu'ils le prennent. Mais euh, à Londres, les dissidents de Londres, là, je reprends un article de Anthony Page qui explique en fait que les dissidents presbytériens de Londres se sont moins engagés dans l'abolitionnisme que d'autres, comme les Quakers, en particulier les milieux autour de Price et d'autres, et de la Revolution Society, parce qu'il y avait des réseaux mercantiles. Et en fait, Richard Price est l'un des seuls à s'être élevé contre l'esclavage, et ça n'a pas été populaire dans sa congrégation. Mais alors, pour en dire un petit peu plus sur l'abolition de l'esclavage, moi, ce qui m'a gêné dans mon travail, c'est que je pensais trouver des célébrations d'Haïti et je n'en ai pas trouvé une seule. Alors, peut-être que je ne lis pas les bons articles numérisés ou autres, mais même quand on prend plus tard, au début du 18e, des républicains, euh, comment dire, athées, libres penseurs, etc., comme Richard Carlile, il ne mentionne pas Toussaint Louverture. Et donc, ces gens-là, enfin ces gens-là non, mais trois générations de radicaux portent des toasts quasiment qu'à des blancs
pour tout dire. Et je n'ai pas vu un seul toast ou une seule référence à Toussaint l'Ouverture. Donc ça me choque un peu. Et même dans le cas de Bolivar, c'est un peu suspect aussi, je trouve, parce que Bolivar, bon, je ne suis pas spécialiste des hiérarchies raciales en Amérique latine, mais à l'époque, Bolivar, enfin, ses parents étaient quand même d'origine espagnole, qu'il était au sommet de la hiérarchie, quoi. Il était considéré comme un blanc. Et tout le discours donne l'impression que c'est en fait Bolivar et les Blancs qui libèrent des masses voilà, de couleur qui, elles, non, sont complètement privées d'agentivité. Donc en fait, voilà, je pensais plutôt à ça, plutôt qu'à effectivement au marchand nantais, c'est juste un aspect. Mais voilà, c'est-à-dire que je pense qu'il y a quand même, je pense qu'il ne faut pas se faire avoir par la rhétorique universaliste euh, et, et fraternelle, et je pense qu'il y avait quand même dans les têtes des hiérarchies qu'on voit par certaines absences. Voilà. Bien Et sûr. sinon, OK, pour le toast à l'hôtel White, Mm. mea culpa. D'accord, Non, je pas de problème. comprends. Merci beaucoup, je vais rectifier. Ouais. Quelqu'un d'autre? Une remarque, une question? Allez-y, prenez la parole. C'est moi, Jacques, Vas-y, Jacques Guillaume. Vas-y, Jacques. Oui, j'aimerais, mais je ne te vois plus sur l'écran. Il est là. J'aimerais voilà, c'est mieux comme ça, te poser une interrogation et une remarque. Alors, j'ai l'impression que les objets d'archives, les sources que tu manipules et que tu as présentées dans de nombreux articles et d'interventions dans des collectifs, ont une forte dimension ethnologique, voire anthropologique. Et donc, je me pose une question, est-ce que tu as eu l'occasion, quand tu as présenté tes travaux, de débattre avec soit un ethnologue, soit un anthropologue, sur ces objets que tu présentes sous des formes très diverses? Est-ce que ça a interpellé un anthropologue ou un ethnologue? C'est une question que je me pose par rapport à tes travaux, parce que tu as quand même beaucoup publié, beaucoup discuté dans des colloques, dans des collectifs. Voilà, c'est une question, c'est une curiosité, parce que je trouve que ton travail, vu du point de vue de l'archive et de la manière dont tu nous parles des objets, des signes de tes archives, j'y revois quelque chose de très anthropologique. Mais peut-être que ma question n'est pas pertinente. Ça sera ma question. Alors ma remarque porte un peu quand même en lien avec le premier point, sur la pertinence de la notion d'agentivité pour travailler sur ton matériau artistique. Au fond, pour reprendre des critiques qui sont faites actuellement dans le monde anglophone sur le schéma de l'agentivité, j'ai l'impression que c'est plus d'un élément présenté à l'autre, c'est plus des registres qui se connectent les uns et les autres et que tu contextualises. Tu vois, un peu ce que les anglophones appellent l'antextualisation. J'ai l'impression que c'est plus une description de registres divers et hiérarchisés dans des contextes historiques que tu décris très précisément, que quelque chose d'agentif. Donc, c'est aussi une question, est-ce que tu as eu l'occasion, quand tu as utilisé cette notion d'agentivité, alors peut-être que tu l'utilises rarement et qu'en fait, ma question n'est pas pertinente, une fois de plus, mais est-ce que tu n'as pas eu l'impression que ton auditoire attendait peut-être autre chose que cette notion pour donner une dimension de généralité à tes descriptions historiques? Voilà, des objets, des signes, des fêtes, enfin tous ces éléments dont qui sont manifestement très nombreux, des chants, des toasts, des rimes, enfin toutes sortes de choses, quoi. La liste est interminable à t'écouter et à te lire. Rémi? Voilà, donc voilà mes deux questions. Si tu veux que je précise, j'essaierai de préciser. Merci. Non, mais on peut en discuter peut-être
peut-être par écrit ou peut-être par mail. Alors, la dimension anthropologique, non, je n'ai jamais rencontré d'ethnologue ou d'anthropologue. J'ai eu affaire beaucoup à des anglicistes ou à des littéraires, parfois à des historiens. Alors, l'anthropologie, je m'en sers un tout petit peu dans un ouvrage à paraître, j'espère, cette année sur le toast en Grande-Bretagne et en Europe du Nord-Ouest, où j'ai coécrit une introduction un petit peu théorique. J'ai utilisé Bourdieu, la notion des rites d'institution. Euh, je pense qu'il faudrait passer peut-être par la littérature sur le toast géorgien, la Géorgie dans le Caucase, avec le tamada. Euh, oui, je serais preneur d'apports théoriques. Mais alors, la notion d'agentivité, je la creuse très peu. Mais je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que j'ai tendance à décrire des registres, des genres, des façons de communiquer sans vraiment, oui, m'attaquer à l'agentivité qu'il y a derrière. Mais bon, les sources, après, les sources de presse, il faut voir à quoi ça ressemble. C'est une espèce de myriade, une mosaïque de, de, de petits récits de, de dîner qui sont assez stéréotypés. Donc, il y a une modélisation euh, très forte. Et après, ce qui pourrait être intéressant, ce serait peut-être le comparatisme, comparer avec d'autres cultures, d'autres époques, pour voir comment 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 se constitue le dîner, parce qu'évidemment, tout est négocié à l'avance, tous les toasts sont négociés à l'avance, etc. Comment ça se passe pendant le dîner et comment se gère le dissensus quand il y en a. Donc, ça pourrait être intéressant de trouver peut-être d'autres groupes d'élite ou d'autres groupes radicaux ailleurs. Bon, là, j'ai pas d'exemples en tête, mais ça doit exister. En tout cas, avec les États-Unis, très clairement, oui, parce que c'est vrai que les toasts sont une source très importante aux États-Unis. Il y a cet ouvrage sur The Republican Democratic Societies avec un recueil de sources primaires. Donc, oui, oui, peut-être commencer par une comparaison entre Grande-Bretagne et États-Unis, où le rôle des femmes, c'est peut-être l'Angleterre qui est vraiment très spéciale par rapport à tous ses voisins, parce que même en Écosse, les femmes sont plus présentes. Mais en France, au XIXe siècle, les femmes commencent à être exclues des banquets républicains. J'étais à la BNF tout à l'heure et j'ai regardé un menu, euh, le compte-rendu d'un banquet donné à Bordeaux en 1846 à Richard Cobden, donc le politique, le libre-échange. Et c'est modelé à la britannique, avec vraiment des hommes. Et il y a un toast aux dames de Bordeaux, et les dames sont dans les galeries. Voilà. Il y a des hommes et des femmes dans les galeries, mais mais les convives sont des hommes. Donc en fait, j'ai l'impression que la forme britannique, c'est exporté, mais ce serait intéressant effectivement de comparer plusieurs types oui, pour voir comment ça fonctionne et éventuellement quelle agentivité ont telle ou telle personne. Merci pour ces réflexions à tous les deux et Merci Rémi. ces suggestions. Une autre Merci. question. Il n'y en a plus d'autres.
sais pas s'il y a d'autres questions. Vas-y, Myriam Isabelle, vas-y. D'accord, merci. Alors, j'avais deux questions beaucoup moins conceptuelles. Tu as parlé d'un toast, c'était dans le Leeds Intelligence, Oui. donc de 1790, et tu disais que le toast mentionnait The Majesty of the People. Et Oui. tu as fait un petit commentaire et j'ai pas bien retenu, donc je voulais que tu disais que c'était pas possible de s'adresser au roi en 90. J'ai pas bien compris Oui. en fait. Et l'autre question, c'est ça m'intéressait parce que c'est une formule qu'on retrouve un peu, qui évoque un peu Harrington. Bon, enfin, et mon obsession habituelle. Et autre, alors là, voilà, je te ramène un peu à la période antérieure et à ton travail antérieur sur les radicaux et à une question que tu m'as posée à propos sur Boswell et sur les toasts. Je crois bien qu'il avait initié les toasts à la Corse et à Paoli. Oui. Et donc, justement, les questions que tu m'avais posées, c'était mais pourquoi ce conservateur, Tory, et donc, question non résolue, là, effectivement, j'avoue, question non résolue, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il est allé s'engouffrer? Alors, et certes, la République, enfin, la Révolution corse n'était pas peut-être, enfin, était plus républicaine que démocrate, et voilà, mais qu'est-ce que, voilà, est-ce que tu peux éclairer un peu ma lanterne sur Boswell? Non, je pense pas. Non, mais sur le Leeds Intelligence, la question en fait, c'est la question du premier toast. C'est-à-dire que normalement, le premier toast, c'est le toast loyal, donc c'est au monarque. Donc au 18e, The King. Quand on regarde les toasts conservateurs, Tory, et puis tout ce qui est pit clubs, etc., loyalistes, ça va être The King. Ensuite, on va avoir The Queen. Ensuite, on va y avoir des toasts du type le prince untel et toute la famille royale. Et ensuite, il y a des toasts hiérarchiques sur les hiérarchies locales. Donc le lord, le plus important, etc. Et ça baisse. Et quand on... J'ai presque envie de vous montrer quelque chose, mais ça va prendre trop de temps. Les radicaux qui portent des toasts à The Majesty of the People enfreignent cette norme, sauf que c'est une norme qui n'existe pas encore vraiment. Et je pense que pour le coup, là, le tournant, ça va être 1792 et il y a la proclamation du 25 mai 1792, la proclamation contre les meetings séditieux de Georges III qui justifie d'aller espionner et détruire les cellules radicales, etc. Et à partir de là, en fait, le toast, ça devient scandaleux de ne pas boire The King comme premier toast. Donc ça commence en fait par des rumeurs, par des ragots, puis qui parfois s'expriment dans la presse, du style le faux naïf. Oh tiens, la liste de toasts portée par le club Whig doit comporter des erreurs. Pourquoi est-ce que le premier toast est à Fox? Il doit manquer d'autres toasts. Pourriez-vous les publier? Donc, il y a des jeux comme ça. Donc pendant une période, c'est le jeu, mais ensuite, ça devient The Majesty of the People. Il faut voir que Fox et le duc de Norfolk, à deux occasions différentes, en 95-96, ont été exclus chacun du conseil privé de Georges III pour avoir porté un toast à The Majesty of the People. Dans un dîner du Club Whig, ça devait être le dîner d'anniversaire de Fox en janvier. Donc les deux. Et le duc de Norfolk a aussi perdu une commission militaire. Il était Lord Lieutenant d'une région du Norfolk, je pense. Donc en fait, leurs carrières politiques ont quand même été abîmées. Donc des toasts ont été cités dans des procédures judiciaires. C'était en général pas le premier motif, mais ça fait partie des pièces à charge. La personne
a été entendu apporter un toast à telle ou telle personne, donc ça fait partie ça alourdit le casier. Mais The Majesty of the People, ça devient une norme vraiment, et les élites n'y coupent pas. Donc c'est quand même intéressant de voir ça. Mais en fait, les toasts conservateurs, on trouve ça au 19e siècle. Pendant tout le 19e siècle, il y a un modèle des toasts dans les dîners conservateurs, que ce soit Pitt au début des années 1800, que ce soit Disraeli dans les années 1870 et même plus tard Rosebery. Donc là, on est à la fin de l'époque victorienne, c'est quasiment toujours la même chose. Et en tout cas, ce qui est publié sous forme dans la presse ou sous forme de menu, c'est relativement court. Il va y avoir 10 à 15 toasts avec les grands, alors que les dîners chartistes, radicaux, etc. Je ne sais pas pour les socialistes de la fin du siècle, mais en tout cas, les chartistes et les radicaux, ça peut aller jusqu'à 30, 40 toasts et qui commencent souvent par The Majesty of the People. Et en fait, on peut voir le toast comme une espèce d'espace d'expérimentation chez les radicaux. Euh, chez les radicaux. Ouais. Ouais, et Paoli et la Corse, je peux pas trop dire, mais par contre, alors les écrits de Boswell, son diary, son journal intime, moi, m'intéressent pendant la Révolution française et avant parce que il n'arrête pas de boire. Aujourd'hui, on dirait que c'est un alcoolique, mais bon, à l'époque, bon voilà, mais donc il buvait, je pense, trois bouteilles par jour, et donc il nous raconte par le menu. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a des moments où en 91, 92, il raconte qu'il boit Church and King avec des amis, Tory conservateurs, qu'il a l'impression d'être à l'époque de Charles Ier. Donc il écrit ça, on a l'impression d'être à l'époque de Charles Ier. Et par ailleurs, à la même époque, il se lamente que la guerre empêche les importations de vin français. Et donc il dit, on n'a plus de champagne et de claret, il nous reste du Hock, du Port, du Hock, du Madère, enfin bref. Donc en gros, c'est le drame pour les gens. donc c'est voilà, donc c'est le drame, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que du vieux claret. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que en fait, les sources que j'ai ne nous apprennent pas ce qu'ils mangent et ce qu'ils boivent. J'aurais vraiment aimé qu'il y ait du symbolisme, quoi. Je me disais naïvement, quoi, quand on toast la Révolution en Espagne en 1820, il devait manger de la paella ou des trucs comme ça, et en fait, pas du tout. On sait pas, c'est très, très rare. Et en fait, ce que montre Boswell, c'est que en fait, il veut continuer à boire du vin français pendant la Révolution française. Ça lui pose absolument pas de problème de boire du Bordeaux ou du Champagne en 94, 95, 96. Et il doit se rabattre sur d'autres vins, mais pas par idéologie. Donc il y a des... Enfin voilà, c'est-à-dire que le symbolisme, il y a le symbolisme des vêtements qui est très fort, des cocardes, des drapeaux, etc. Mais des boissons, pas tant que ça. Pardon, je diverge un peu, je divague. Juste Je sais pas s'il y a d'autres questions. deux, trois remarques rapides sur Boswell. Oui, Boswell a beau être un conservateur, tout à fait exact, comme son ami oui, Samuel Johnson, il n'empêche que au moment de la au moment de la République pauliste, sa ligne de conduite, c'est la défense de la nation opprimée. Alors, on peut être conservateur et défendre la nation opprimée. Pendant tout le débat sur les partitions de la Pologne, la première, la deuxième et la troisième, il y a des gens tout à fait conservateurs qui défendent la Pologne comme nation opprimée. Et Burke, après tout, défend en partie les Américains, mais il les défend d'un point de vue conservateur. C'est-à-dire qu'il ne salue pas dans la Révolution américaine l'émergence d'une démocratie universaliste. Il défend dans la Révolution américaine les libertés anglaises. Donc d'un point de vue tout ce qu'il y a de plus conservateur. Donc c'est la première remarque. Deuxième remarque, ce qui est amusant, c'est de voir que l'équivalent du,
du toast au roi aux États-Unis, c'est le toast à Washington. Et donc, on a le premier toast, c'est le toast à Washington. Le deuxième toast, c'est le toast au vice-président. Mais à partir de 1794, quand Washington signe le traité de Jay, et que les sociétés des républicains démocrates se radicalisent, le toast à Washington devient tout à fait différent, puisqu'on en vient à dire longue vie à Washington, puisse-t-il ne pas trahir les idéaux de la Révolution française, enfin de la Révolution Ah, américaine. C'est pas dit exactement comme ça, mais donc quand il y a une radicalisation, on observe là aussi une espèce d'éclipse du toast loyaliste. Par exemple, après 1791 aux États-Unis, John Adams disparaît complètement. Parce que John Adams, c'est la bête noire des républicains démocrates. Donc il apparaît plus du tout. Parfois, il y a juste The Vice President, mais il n'y a même pas son nom, quoi. Et il y a même des toasts qui disent, enfin, qui laissent entendre que John Adams a apostasié les principes du républicanisme. Donc là, il faudrait voir chronologiquement comment ça évolue. Enfin, dernier point, tu t'étonnes de ne pas voir Haïti, tu t'étonnes de ne pas voir Toussaint Louverture, mais moi, ce serait le contraire qui m'étonnerait parce que tout simplement, ni aux États-Unis, ni en France, ni nulle part, on ne présente Toussaint Louverture comme un héros de la libération des esclaves. Toussaint Louverture, c'est un général, c'est un officier de l'armée française. On n'insiste pas du tout sur le fait que c'est un libérateur. À la limite, le rôle du libérateur, ce serait celui de Sontonax, qui fait la proclamation d'août 1793. Mais alors, j'ai trouvé une mention seulement, sur tous les toasts américains que j'ai dépouillés, où on fait référence aux braves combattants de Haïti, mais ce sont des braves combattants de Haïti parce qu'ils sont français, pas parce qu'ils sont noirs ou qu'ils sont des esclaves libérés. Sinon, il y a pas, ni en France, ni aux États-Unis, ni nulle part. Donc, nous, on a une vision de Toussaint Louverture a posteriori, comme un héros de la libération des esclaves. Je ne suis pas sûr qu'on ait eu cette vision-là. Enfin, je suis même certain qu'on n'avait pas cette vision-là au moment des événements. C'est plutôt à Sontonax. l'époque, ouais. Et par la suite, évidemment, Dessalines n'est plus un héros, puisque on le présente comme une espèce de boucher sanguinaire, etc., etc. Donc les références à la Révolution haïtienne, moi je ne suis pas étonné de ne pas les trouver. C'est le contraire qui m'aurait étonné, en particulier aux États-Unis. Et d'ailleurs, la seule mention que j'ai trouvée des combattants, les braves combattants de Haïti, enfin de Saint-Domingue plutôt, ce sont chez les républicains démocrates du Nord. Pas chez les républicains démocrates du Sud, évidemment. C'est plutôt des gens de Philadelphie, quoi. Voilà, voilà mes remarques. Peut-être que quelqu'un d'autre veut faire une question, une remarque, hein, avant que Rémi reprenne la parole. Oui, Jacques? Vas-y, Jacques. Oui, ces personnages qui font des toasts, la plupart sont propriétaires fonciers. Ils ont des livres de raison, des livres de comptes, tenus par eux-mêmes ou par leurs épouses. Parce que là, excuse-moi, tu trouverais des éléments pour savoir ce qu'ils mangent, en particulier celui qui n'arrête pas de boire. Est-ce qu'ils ont, parce qu'en Ah, mais France, bon, il y a les livres de raison, il y a l'équivalent, j'imagine, en Angleterre. Alors évidemment, ce sont des manuscrits, c'est un peu compliqué, mais est-ce qu'il y a des gens qui travaillent sur ces livres de raison et qui pourraient justement informer sur oui. non seulement ce qu'ils boivent, mais aussi ce qu'ils achètent, enfin, surtout par exemple en passant par les veuves, c'est-à-dire qui tiennent les livres de raison après la mort du mari. Donc ça permet quand même d'avoir une idée assez précise de leurs achats alimentaires. Dans certains cas, hein, ça peut aussi être uniquement des comptes. Oui. Non, je pose la question du point de vue strictement archivistique. Ils sont propriétaires fonciers, je pense, pour l'essentiel. Beaucoup, Ces oui. personnages qui ont des toasts. Donc, ils gèrent des terres, ils ont. Enfin, comment ils font? Est-ce qu'ils délèguent ou est-ce qu'ils ont des livres? Il y a des comités d'organisation, hein, des banquets. Je ne pense pas que ce Oui. soit Oui. les propriétaires eux-mêmes, c'est des comités d'organisation qui font les achats, je pense. Bon, enfin, les comités Oui, oui, d'organisation. je répondrai ça en fait. Pour les livres de compte, il faudrait peut-être regarder pour Stanhope pour quelques rares personnes, mais il y a l'ouvrage de James Luddington sur The Politics of Wine qui explique quand même quel vin était bu et les changements générationnels.
Et là, on est plutôt dans le Porto. Moi, je pense qu'ils buvaient du Porto. Bon, on connaît à peu près les déterminants politiques et économiques qui font que tel ou tel vin était bu. Mais en même temps, les, les récits que j'ai, c'est-à-dire les articles qui racontent les dîners et les banquets, sont très stéréotypés. Et donc, par exemple, les habits, les cocardes, la décoration du lieu, etc., fait partie de la description standard, mais les boissons, jamais. Donc, le fait que la boisson ne soit jamais mentionnée me porte à dire qu'elle n'avait pas de caractère politique ou idéologique particulier, puisqu'on n'en parlait pas. Euh, bon, sinon, par rapport au toast, aux inflexions du toast royal, les toasts du style puisse Washington ne pas trahir les idéaux de la Révolution américaine, ça existait en Grande-Bretagne depuis assez longtemps. Les Whigs et les dissenters portaient des toasts du genre puisse le roi ne jamais oublier comment sa maison est venue sur le trône, c'est-à-dire ne pas oublier la glorieuse Révolution, donc le Parlement, etc. Donc on a des toasts effectivement en mai, voilà, que le roi n'oublie pas les principes. Donc ça, effectivement, on a ça. euh, oui, on a ça en Grande-Bretagne depuis au moins les années 70, 80, je dirais. Hmm. Mm. Notre remarque, une question? Oui, merci Rémi pour ta présentation. Tu brasses une documentation impressionnante. La question que je voulais te poser, c'était sur la possibilité que tu as ou pas de repérer la circulation des toasts, la circulation des énoncés, des mots d'ordre, les emprunts, voire les réponses, les dialogues, peut-être, entre ces différents moments de célébration. Je sais que Marc a la possibilité de le faire hein, du côté de ces ressources américaines. Est-ce que c'est possible pour toi également d'avoir cette cartographie, en fait, et cette dynamique dans les différents toasts? C'est en théorie possible, mais en fait, c'est difficile de prouver qu'une assemblée a copié un toast sur une autre. En fait, on peut dire que tel toast a été porté à Londres en 1791, puis à Sheffield en 1792, mais est-ce que ça suppose une filiation directe? Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on peut retracer, c'est des formules qui partent d'un pamphlet et qui ensuite arrivent dans un toast. Et je ne sais pas, par exemple, The Swinish Multitude, la multitude porcine de beurre, qui était une référence méprisante au petit peuple. On a ça dans le pamphlet. Et on le retrouve ensuite dans les toasts, dans l'iconographie, etc. On ne peut pas forcément dire qu'un groupe a forcément copié sur un autre parce qu'il y a certaines choses en fait qui se généralisent très rapidement. Dans certains cas, je pense qu'on peut le faire, par exemple en Écosse, mais là, on est vraiment dans des ressources de derrière les fagots, c'est-à-dire les, les sociétés des Friends of the People, qui sont un petit peu l'équivalent des Jacobins anglais, qui essaiment en Écosse en 1792-93. Ça, on peut dire à quel moment elles ont ouvert, etc. Et on sait quel journal a pu propager les différents discours. Euh, mais peut-être qu'il faudrait que je m'inspire des écrits de Marc Bélissa pour voir un peu la, Parce que la façon dont oui, on peut le prouver. la grande différence entre les États-Unis et l'Angleterre, c'est qu'aux États-Unis, on sait que ça part des villes côtières, tout Oui, simplement parce que c'est là où sont les journaux nationaux.
Et donc, ça part de Boston, ça part de Philadelphie, ça part de Charleston, ça c'est certain. Et Oui. après, on va les retrouver dans les villes de l'intérieur. Parce que c'est la logique de la diffusion de la nouvelle. Hmm. On a comme ça des trucs qui partent des villes côtières, qui vont vers les villes de l'intérieur. Et la particularité des États-Unis, c'est aussi que les journaux et les toasts servent d'organisateurs au Parti républicain, qui se constitue véritablement en parti. Et donc on sait quels sont les bonhommes qui font circuler les toasts, quoi, parce qu'ils le disent tout simplement. Ah oui, d'accord. Ce D'accord. Alors qu'en n'est pas le cas en Grande-Bretagne, Angleterre, hein. c'est pas aussi clair. Dans certains cas, à mon avis, on peut le trouver. Par exemple, dans ce qui est institutionnel, on a les pit clubs, qui sont en fait des embryons du parti conservateur, qui se retrouvent à plusieurs dates calendaires, en général les mêmes partout, avec le Pit Club de Londres qui essaime aux sociétés affiliées, mais avec des initiatives locales. Donc dans le cas du Pit Club, on peut montrer effectivement que tel mot d'ordre, quel toast, etc. Et on connaît les chevilles ouvrières parce qu'on connaît les membres, on connaît le bureau du club dans chaque ville. À mon avis, c'est pareil pour le Whig Club, c'est peut-être un petit peu plus diffus, mais en gros, ça fonctionne. Mais dans le radicalisme britannique, j'ai l'impression que c'est quand même assez fouillis. Enfin, il y a pas d'organisation nationale, il y a quand même aussi surtout à mesure qu'avance le 19e siècle, il y a de plus en plus d'organisations un peu idiosyncrasiques. Euh, bon, mais ce serait intéressant de voir comment ça circule. En tout cas, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'ai trouvé euh, des traces de certains dîners dans, dans la presse. euh, venant de très très loin. Par exemple, l'arrivée du patriote Thomas Muir à Bordeaux en 1798, après toutes ces aventures en Australie, aux États-Unis, etc. Et l'arrivée la fête donnée par, je crois que c'est la fête de Muir, mais en tout cas, certaines fêtes données à Bordeaux on les retrouve dans la presse de Charleston, en Caroline, et, euh, et je ne les ai pas trouvées dans la presse bordelaise. Donc on a des effets parfois un peu. Enfin voilà, disons que les sources, c'est pas forcément à l'endroit le plus évident qu'on les trouve. De même, les fêtes écossaises dont j'ai parlé à la toute fin, qui sont des fêtes à la fois ouvrières, à mi-chemin entre la fête et l'émeute, on trouve ça dans le nord de l'Angleterre. Donc je pense que peut-être que contrairement aux États-Unis, il n'y a pas une seule dynamique qui va de la côte est vers l'intérieur, mais en fait, on a des régions qui circulent un peu en symbiose et qui sont pas dans les cadres, on va dire, géographiques ou nationaux. C'est-à-dire qu'on va avoir euh, Édimbourg, Glasgow, toutes les banlieues industrielles de Glasgow et le nord de l'Angleterre qui forment un ensemble. Et Londres et des villes du sud forment un autre ensemble, en fait. Donc, donc c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure avec les jeux d'échelle, en fait. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que, bah, effectivement, il y a les données euh, et les cadres administratifs, mais il y a aussi des cadres qui empiètent et qui ne sont euh, pas qui empiètent, mais oui, qui se chevauchent, quoi, qui chevauchent plusieurs divisions administratives. Et donc, je pense que le nord de l'Angleterre et l'Écosse centrale forment une région qui n'a jamais été vraiment reconnue comme telle, parce que les Écossais tiennent à un récit national écossais. Les Anglais ont tendance à n'aller voir que les sources en Angleterre et à voir l'Écosse comme une sorte voilà, de hors-champ, de marge, voilà, voir l'Écosse comme une marge, ou alors on s'intéresse simplement aux Irlandais
en des études du style les Irlandais à Manchester, les Irlandais à Leeds, mais du coup, comme s'il y avait juste une liaison entre l'Irlande et l'Angleterre, alors que très souvent, ça triangule par l'Écosse. Mais je suis d'accord, ce serait bien d'avoir montrer la circulation, mais il faudrait, oui, ça demande du travail. Voilà, parce que l'idée derrière aussi, c'est de voir s'il n'y a pas des conflits entre Oui, ces toasts, entre ces énoncés, des réponses, oui. donc une dynamique politique en fait qui passerait par ce type de canal. Et c'est sûr que c'est pas facile forcément à documenter. J'avais une autre question beaucoup plus ponctuelle, hein. Tu évoquais Oui. la fête de Simoneau tout à l'heure, hein, dans une source que tu avais. Oui. Euh, Est-ce que dans cette source, on évoque la contrefête qui a lieu à ce moment-là, qui est celle des Suisses de Châteauvieux? J'ai oublié. C'est private joke pour les historiens de la Révolution française, mais pour nous, c'est vraiment le champ contre champ, quoi. C'est une fête contre l'autre, hein, avec Ah oui, oui, une forte oui, oui. tension sur ce qu'est la loi, en fait. Ils sont pas du tout d'accord. Oui, 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 la fête conservatrice. Voilà. Oui, alors, je cherche parce que je n'ai pas relu ça récemment. Alors, Simoneau, combien de N? Je ne sais plus. Deux. Deux. Non, donc je n'ai pas. Mais Châteauvieux, je l'ai. Oui, c'est Helen Maria Williams. Donc, Williams qui raconte dans le volume 2 de ses lettres, euh, voilà, elle va le 14 avril 1792 à la fête donc de la libération des bagnards de Châteauvieux. D'accord. Et Et qu'est-ce qu'elle en dit? Oui, et son récit, je trouve, est assez proche de celui des révolutions de Paris. Elle apprécie le manque, enfin l'absence de luxe. Oui, parce que la foule, ils utilisent des épis de blé à la place de baïonnettes pour, euh, pour discipliner la foule. Oui, si, si. Non, mais il y a toute une. Maintenant, je me rappelle, il y a toute une mise en scène où elle explique qu'elle voit la procession depuis les appartements de Desormeaux dans le palais du prince de Condé. Et enfin, je peux vous envoyer la référence si vous voyez. Mais Avec plaisir, oui. en gros, elle a été prise pour une aristocrate parce qu'elle regardait la foule. Donc, elle n'a pas marché, mais elle voyait la foule depuis, donc j'imagine, un balcon de ce palais de Condé. La foule les a huées parce qu'ils pensaient qu'elles étaient aristocrates. Et les hommes de son groupe ont dit qu'elles étaient des Anglaises amies de la Révolution française. Et la foule aurait crié Vive les Anglaises et vive la nation. Voilà. Euh, et il y a deux autres Britanniques, mais je pourrais vous envoyer ça, James Watt et Thomas Cooper, qui étaient en mission pour rencontrer des Jacobins français et qui, eux, donnent un récit de la fête qui est complètement différent d'une fête proprement révolutionnaire. Et D'accord. ce sont des sources vraiment très, très intéressantes. Donc, pas Simoneau, je me trompe. C'est D'accord. pas- Non, c'est intéressant qu'elle ait choisi la fête des Suisses de Châteauvieux contre la fête de Simoneau, ce qui va à l'encontre de la lecture dominante ou Oui, on va dire commerciale, économiste, dans les autres types de célébrations que tu repères. On est un peu en contre-champ par rapport à ce que tu vois comme lecture dominante en fait de la Révolution française. oui, c'est vrai. Mais j'ai l'impression qu'elle est elle-même très en retrait, c'est-à-dire qu'elle regarde,
avec des hommes, elle ne parle pas à la foule, elle laisse les hommes parler. Donc j'ai l'impression qu'en termes de rôles sociaux et de genre, elle est assez conservatrice. Mais effectivement, elle se rend à cette fête et je crois qu'elle n'explique pas pourquoi. Euh, et je ne sais pas si c'est elle qui l'a choisi d'ailleurs. Elle s'est peut-être retrouvée dans un groupe qui ont vu aller. Bon, Mais de fait, elle adhère mais au de fait, elle dispositif adhère. scénique et à la symbolique de la fête. De fait, elle adhère. Oui, oui. Oui, oui. Surtout si la symbolique, c'est les épis de blé contre les baïonnettes, parce que c'est exactement le discours anti-Simoneau, quoi. C'est parce que tout le discours de, 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 de la fête des Suisses de Châteauvieux, c'est précisément la définition de la loi comme étant déterminée par les besoins, les besoins. Donc, pas la loi positive telle qu'elle est dite par les autorités. Donc, non, c'est très intéressant. Est-ce que quelqu'un veut ajouter autre chose, une autre question? Il y avait Jacques qui avait une question. Ah, vas-y, Jacques. Oui, moi, à vous écouter, j'aurais tendance à introduire une approche écologique en plus de ce que tu proposes. Parce qu'en fait, c'est des banquets. Il y a une table, il y a de la nourriture sur la table, il y a des gens qui boivent, et puis ils font circuler quand ils prononcent dans le banquet certaines phrases. Donc, on retrouve la notion, qui est une notion à la fois historique et contemporaine de la Terre, qui est une notion écologique et qui est beaucoup travaillée actuellement par les chercheurs. Ils ont un lien à la Terre, ils ont un lien écologique. Et en même temps, ils sont dans un schéma qui n'est pas physiocratique. Il y a tout un débat entre les physiocrates et les critiques des physiocrates autour de la notion de terre. Il y a tout un débat écologique et qui porte justement de savoir si les physiocrates ne commettent pas une erreur rationaliste, si en fait la manière, ils devraient avoir une approche plus circulaire, comme dirait Sayès ou Kant, hein, qui fonctionne par des systèmes circulaires, de la Terre. Donc, j'ai vraiment l'impression que dans toutes ces représentations que tu nous as montrées, ou aussi dans des passages de texte, il y a quelque chose qui pourrait participer d'une réflexion d'écologie politique et qui donnerait une dimension encore plus forte à ton matériau archivistique. Mais bon, je lis hein, sur l'écologie politique, je lis des choses comme j'ai l'habitude, des articles, des livres, pour voir un peu comment ça fonctionne, mais je ne suis pas spécialiste. Mais je ressens à t'écouter, à vous écouter, quelque chose de très écologique dans le phénomène des banquets que tu décris. Voilà. C'est juste une remarque, hein, ça peut là aussi ne pas aboutir, mais peut-être qu'en débattre ou présenter ton travail avec des gens qui sont très avancés sur ces questions d'écologie politique et qui sont bien inscrits dans le débat au XVIIIe siècle anti-physiocratique, dont Sayès est un élément essentiel, mais bien d'autres penseurs de sa période, des gens qui ont travaillé sur la notion de terre chez Sayès, la circularité de cette notion et comment elle lui permet de recomposer toute une économie politique anti-physiocratique, ça serait peut-être intéressant d'articuler l'écologie et le politique sur cette notion de banquet, et ça permettrait en effet de la sortir d'un modèle purement performatif, tu vois, d'un modèle d'agency. C'est-à-dire l'idée que ça serait un moment d'agency politique, un moment performatif, et répondre justement aux questions qui disent que l'explication en termes de performatif explicite, c'est-à-dire que chaque phrase prononcée serait un performatif explicite, n'explique rien. Il faut contextualiser. Et un des éléments de la contextualisation de ces banquets, ça serait justement la dimension écologique. Moi, à t'écouter, à vous écouter, je vois un peu les choses comme ça. Mais bon, c'est juste une remarque. Hein. Il nous reste, Alors, du temps. Il nous reste du temps pour une réponse ou une question. bon, Vas-y, n'importe. Rémi. Rémi. Non, mais je peux répondre très rapidement. Je pense que l'approche écologique fonctionnerait mieux, par exemple, sur William Cobbett dans les années 1820-1830, parce qu'il a à la fois un discours sur la nature, les paysans, l'industrie, la pollution, etc., et il organise des grands dîners lui-même. Donc, à mon avis, mettre en regard la pratique
et la politique serait fructueux chez Cobbett. Sur, sur les dîners que j'ai vus, je pense qu'ils sont trop décousus, en fait. Ils forment un ensemble parce que je les fais former un ensemble, mais ils ne sont pas forcément liés entre eux. Mais sur d'autres corpus de banquets, oui, très certainement. C'est vraiment une bonne idée.